Passion d'écrire, plaisir de lire. Jean-Claude Delaire sur RVB. Bonjour à toutes et à tous, j'ai un grand plaisir de vous retrouver sur notre antenne bien sûr, et ce plaisir est doublé aujourd'hui parce que je reçois un homme, qui est un écrivain, il s'appelle Pascal Dessarthe, et il a écrit un journal, c'est un récit autobiographique. Oui. C'est son expérience vécue dans un pays qui se trouve assez loin de Bergerac tout de même. Relativement. Voilà, c'est l'Iran et son livre s'appelle Ma déchirure. Et il va nous dire pourquoi tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venu. Vous venez de loin ? Pas très loin, j'habite depuis 3 ans maintenant à Millac-de-Nontron, donc à 1h30 de route d'ici, c'est dans le nord du Périgord. Oui, je connais bien, moi, parce que j'ai de la famille qui se trouve à Bussière-Badil. Ah, c'est pas très loin, effectivement. C'est pas très loin, c'est le Grand Nord. Hein. Voilà, ça pour vous c'est le Grand Nord. Pour nous c'est le Grand Nord, et on peut dire que la typologie n'est pas la même que chez nous. Déjà, on est un peu dans ces monts de blond. Hein. Alors ça commence à... C'est très vallonné, c'est très vert, très arrosé. Donc. Très arrosé, et très boisé. Très boisé, voilà. Très boisé aussi. Et on commence à quelques kilomètres au nord de chez moi, on commence à ressentir les rigueurs de l'hiver de façon plus sensible. Oui, voilà. Tout à fait, je l'ai constaté. Et d'ailleurs, là, c'est la parenthèse, mais il faut savoir qu'il y a 3 semaines quasiment dans ce coin-là, pour que les fruits soient mûrs par rapport à Bergerac. Que nous, on est quand même déjà plein sud. Hein. C'est le Grand Sud ici. Voilà. Donc, et puis, quand on est au sud, on monte pas vers le nord. C'est très rare. Bon, alors, Pascal Dessarthe, donc, merci d'être venu jusque-là. Je vais vous dire tout le bien que je pense de votre ouvrage. Merci, c'est gentil. Mais on va un peu discuter de vous déjà, parce que ça, c'est un peu déjà la première partie de l'émission, c'est se présenter. Alors, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans l'intimité de votre vie, hein, bien sûr. D'accord. Okay. Ça pourrait être long parce que j'ai 64 ans et demi maintenant, donc ça commence à faire une longue vie. Donc effectivement, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Disons que j'ai passé la majeure partie de ma jeunesse en fait tout près de Bordeaux. Oui. Voilà, donc je suis d'origine provinciale. Et puis ensuite, comme beaucoup de provinciaux, j'ai passé la majeure partie de ma vie en région parisienne, puisque j'ai fait toute ma carrière professionnelle en région parisienne. J'ai travaillé comme ingénieur, puis responsable manager dans une grosse société. Voilà, et vers la fin de ma carrière, donc j'ai eu la chance qu'on me propose une expatriation en Iran. Expatriation que j'ai accepté à un moment difficile de ma vie où c'était pour moi l'opportunité de, disons, passer à autre chose et de tourner une page difficile. Voilà, et donc j'ai passé en Iran au total un peu plus de 2 ans. Et j'en suis revenu un peu transformé, et puis à l'aube de la retraite, et donc à cette occasion-là, j'ai pris la décision de m'éloigner de la grande ville et de venir m'installer au vert dans cette région magnifique. Alors, je suis passé un petit peu vite sur toute la phase de vie professionnelle. J'ai vécu 2 vies de famille dans cet intervalle-là. J'ai été marié 2 fois. Et de mon premier mariage, j'ai eu 3 enfants qui sont maintenant des grands enfants, puisque me voilà grand-père. Voilà, donc j'ai eu une vie pleine et heureuse. Et j'ai aussi vécu... avec quelques accros. Voilà, quelques passages plus difficiles. Évidemment, je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Oui, je crois. Alors, votre ouvrage, on va en parler, parce que ce qui est intéressant, et vous le dites dans l'avertissement, si je peux me permettre de lire cet avertissement, vous dites « Ceci n'est pas un roman, ces lignes ont poussé dans le sillon de quelques mois de ma vie, mais ce n'est pas non plus une enquête ou un récit. Ces lignes sont nourries à l'émotion, pas à la rigueur journalistique. Comme tout un chacun, je n'aime pas dire de conneries. Je mesure donc mes mots, mais à l'aune de mon savoir et de mes compétences d'ingénieur. Ainsi, soyez convaincus que tout ceci est sincère, mais que rien n'est vrai. Je vous livre ce que mes émotions ont fait de mon vécu.
c'est tout. J'ai cependant pris le soin de changer les noms chaque fois que je les considérais nécessaires pour éviter la mise en danger ou la stigmatisation, de quoi que ce soit. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ces lignes que j'en ai pris à les écrire. Voilà, ça c'est l'avertissement. Quand on déroule le livre, on voit bien, ça n'est pas un roman, ça c'est sûr. Ce n'est pas un roman. Je dirais que c'est un témoignage. Vous êtes témoin d'un certain nombre de choses et la chance que vous avez d'une certaine manière, c'est que vous tombez dans un pays qui défraie la chronique en permanence et pour lequel, si vous voulez, on a toujours des jugements à l'emporte-pièce. Et là, vous montrez quand même que dans ce pays où il y a difficulté de vie, il faut quand même le dire, il y a une chape de plomb qui est là-dessus. Il ne faut pas oublier que nous en sommes les partenaires quelque part et les responsables. Parce que Khomeini vient à Neauphle-le-Château, si je me souviens bien, sous un célèbre Giscard d'Estaing, joueur d'accordéon. Et là, il est protégé par la France contre le Shah d'Iran, qui lui aussi était un tyran à sa manière. Absolument. À sa manière. Et donc, ce pays, en plus, est d'une richesse incroyable sur le plan culturel, sur le plan... Quand vous parlez d'Ispahan, par exemple, non, mais c'est extraordinaire. Toutes ces villes, ces modes de vie aussi, de langue, parce qu'il faut quand même dire que vous êtes dans un pays musulman, mais c'est le seul des pays musulmans qui n'a pas adopté l'arabe. Absolument. Il parle le persan. Il parle le persan qui s'écrit avec l'alphabet arabe. C'est la concession, en fait, que les Perses ont dû faire tout à fait. Aux religieux. Mais c'est quand même... c'est du persan. Oui, ça veut dire résistance quelque part. Absolument. C'est-à-dire que ça explique aussi ce qui se passe présentement ou ce qui s'est passé depuis pas mal d'années. Parce qu'il se passe depuis 40 ans. Oui, il faut bien le dire. Bon, donc là, vous êtes envoyé dans ce pays pour y travailler. Je pense que quelque part, si j'ai bien compris, pour vous, c'est une espèce, je ne dis pas de chance, mais enfin, c'est bien pour vous, parce que ça se passe à un moment où vous avez besoin de couper le cordon avec certaines choses. C'est une opportunité extraordinaire pour moi. Le moment où ça arrive est exceptionnel, et puis ça répond à une frustration que j'avais eue au cours de ma vie professionnelle. J'étais rentré dans ma vie professionnelle en me disant mais j'aimerais travailler à l'étranger, etc. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé parce que la vie professionnelle se déroule pas tout à fait comme on veut. Bien sûr. Et voilà. Et donc je n'avais pas vraiment travaillé à l'étranger malgré plusieurs voyages. En Chine notamment, et puis dans toute l'Europe. Et je n'avais pas non plus travaillé en production. Donc j'avais ces deux frustrations. Et un jour, donc, mon patron m'appelle pour me proposer ça. Et donc j'accueille. C'est en 2016. Ça doit être en 2016, oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai lu votre bouquin. Donc, vous le faites déjà par étapes. D'abord, c'est 2 jours. Absolument. Voilà. Alors, l'expatriation, c'est après. Voilà. L'expatriation, je crois que pour toutes les entreprises, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre. Et quand c'est avec un pays comme l'Iran, c'est encore plus difficile. Les négociations sont extrêmement compliquées sur les conditions, sur les contrats. Le contrat entre les deux sociétés, puisque ça va être une joint venture, a de la peine à se signer. Et puis, une fois que le contrat est signé, il faut définir avec le partenaire les conditions de l'expatriation et ça discute pied à pied. Et moyennant quoi, pendant que ça discute, il faut quand même avancer. Alors ça vous le montrez d'ailleurs dès le départ, quand vous avez à un moment donné, vous expliquez un peu votre rage d'attendre, quand vous êtes à l'aéroport pour récupérer quoi que ce soit, il faut des tampons à ne plus en finir, absolument. Alors que vous avez les papiers qui sont normaux. Mais je vous dirais, dans d'autres pays, c'est un peu comme ça aussi. C'est assez compliqué. Et c'est jamais fini. Ça prend plusieurs heures, l'entrée. Donc, quand on est bien fatigué, en plus du vol, c'est pas extraordinaire. C'est un peu pénible. Donc, vous allez pouvoir, pour la première fois, comme vous le dites, passer véritablement à l'action productive. Vous allez être chargé de mettre en œuvre, disons... tous les premiers voyages, qui sont d'abord d'une semaine, puis de 15 jours, puis de 3 semaines, etc., servent à la fois à établir le contact avec le partenaire. On arrive, on n'est pas chez nous, donc il faut faire connaissance, à établir le contact avec le pays. On arrive dans un pays où on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on découvre tout. Et puis, effectivement, comme
comme vous le dites, il faut déjà commencer à être productif. Le partenaire met la pression chaque fois qu'on le rencontre. Il voudrait que les choses soient déjà faites. Oui, bien sûr, s'il pouvait. Oui. On est écartelé en permanence. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que vous le montrez dès le départ. Moi, ce qui m'a frappé et qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous n'êtes pas un juge. Vous n'êtes pas celui qui vient pour donner des leçons non plus. Vous avez beaucoup d'humilité dans la démarche. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait s'attendre aussi à, comme je l'ai entendu moi lorsque je voyageais, certains Français qui donnaient des leçons à tout le monde, qui voulaient la révolution, qui voulaient... Mais bon. L'Occident qui arrive avec sa supériorité ancestrale. Toutes les solutions et qui pense que son modèle est le seul qui vaille. Ce qui n'est pas souvent le cas, bien sûr. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Alors là, vous arrivez dans ce pays, donc l'Iran, qui est très riche, ce que je disais tout à l'heure, en termes de culture, alors que ce soit l'architecture, que ce soit les arts. Les arts en général, la musique, enfin tout cela. Et vous allez pouvoir y goûter, parce que... assez vite, donc ça je pense qu'on peut vous en faire l'éloge, vous savez pénétrer dans cette société, c'est-à-dire vous assimiler facilement et vous allez y découvrir des amitiés et solidarités. Oui. Bon. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que les bras s'ouvrent d'une certaine manière, les portes s'ouvrent et vous allez découvrir quelque chose que la personne qui serait restée enfermée dans son hôtel ou dans l'usine dans laquelle il travaillait, il ne verrait rien. Oui, il faut tempérer un petit peu parce que les Iraniens sont des gens qui ont une culture de l'ouverture à l'autre et de l'accueil. Donc, même sans une ambition extraordinaire de créer du lien, finalement, c'est un petit peu les Iraniens qui viennent à nous. Disons que c'est une société dans laquelle il est plutôt facile de rentrer. Comme toujours, pour rentrer dans une société, il faut faire soi-même preuve un peu d'ouverture. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est beaucoup plus difficile de rentrer et d'être accueilli, comme dans certaines régions chez nous aussi. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était plutôt facile. Ce qui m'a probablement facilité les choses, c'est que dès le départ, en fait, quand j'ai compris que j'avais cette opportunité d'aller en Iran, pour moi, c'était l'opportunité de ma vie et donc... d'une certaine façon, je m'interdisais de passer à côté. Je voulais vraiment vivre cette expérience à fond et pas comme un touriste. Je voulais rencontrer le pays. Oui, surtout pas en voyage organisé. Voilà. Bon, on va écouter. Vous avez choisi, je crois, Shervin Sharifpour. Donc c'est un jeune Iranien. Ça fait maintenant un an, ça fait un petit peu plus d'un an qu'il y a ce mouvement populaire très fort en Iran à l'initiative des jeunes filles en révolte contre le pouvoir qui se manifeste notamment contre le port du voile. Alors, le port du voile, c'est ce que nous, occidentaux, on voit au travers de ce qui nous parvient, mais l'oppression des femmes s'étend bien au-delà de ça. Et ce qui est un petit peu particulier dans le mouvement qui est né là, c'est justement qu'il est né spécifiquement auprès des jeunes filles, suite donc à la mort de l'une d'entre elles en prison, mais que ce mouvement a obtenu un soutien fort des jeunes hommes d'abord, puis d'une part finalement relativement importante de la population. Et ce mouvement est toujours là. Alors il est en latence en fait. Le pouvoir aujourd'hui n'arrive pas à l'éteindre complètement, malgré sa brutalité extrême. Je vais vous arrêter parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Ça montre l'intérêt d'ailleurs de votre expérience là, et de votre témoignage. On va y revenir. Mais on va écouter donc ce chanteur. Shervin Sharifpour. Voilà. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Passion d'écrire, plaisir de lire. Nous voilà à nouveau ensemble avec Pascal Dezarthe pour son livre de témoignages Iran, ma déchirure. Très belle chanson, moderne en fait. Hein. La langue évidemment m'est pas compréhensible, mais c'est une très belle langue, je trouve. Hein. Alors le persan, c'est absolument magnifique. Oui. C'est effectivement une langue extrêmement mélodieuse que j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre justement pour cet aspect doux en fait. Hein. Les Perses ont écrit beaucoup de poésie, c'est une langue qui s'y prête énormément. Oui. Donc Shervin Sharifpour, dans cette chanson, en fait, chante pour la liberté, pour les cheveux qu'on est obligé de cacher. Et à un moment, il dit pour les jeunes filles qui voudraient être nées garçons. Ça dit tout de l'oppression des femmes dans ce pays. Oui. Hein. Alors moi, je ferai une parenthèse parce que ça, effectivement, c'est terrifiant quand on est dans une démarche de société de charia, hein, parce que c'est ça le vrai problème. Absolument. Mais en Europe, on n'est pas si extraordinaire vis-à-vis des femmes. Hein. Absolument, alors je partage complètement, ce point de vue. Nous, occidentaux, on a des problèmes qui se manifestent d'une façon différente. Bien sûr, hein? On ne va pas mettre en prison, on ne va pas tuer, mais on échappe sur l'égalité notamment. Sur l'égalité, et même si aujourd'hui l'égalité, ça va un petit peu mieux. Oui. On garde une considération de la femme qui est plus orientée souvent sur l'attrait, la séduction, etc. Oui, l'image que l'on montre. Et on n'a pas bougé, là. Absolument. Regardez les affiches. Absolument, on n'a pas bougé. Moi, je suis toujours amusé quand je vois qu'on vante, par exemple, des produits de beauté et les mannequins qui présentent, elles ont 17 ou 18 ans. Elles n'ont pas de rides. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça marche si fort. Tout à fait. Non, donc, on n'a pas de leçon, on n'a pas de leçon à donner. Non, on a beaucoup de travail à faire. Alors vous êtes là-bas, vous ne donnez pas de leçons, ça, on le voit bien dans votre ouvrage, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un compliment que je vais vous faire, c'est-à-dire qu'on a envie de vous connaître. Merci. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je me dis, ce type-là, il mérite qu'on marche un peu à côté de lui. Et c'est vrai que cette progression dans le temps montre votre attachement à des grands principes, à la liberté, à tout cela. Et puis, vous allez un peu profondément aussi dans cette affaire, dans cette société qui paraît complètement muselée, mais qui ne l'est pas complètement. Pourquoi ? Parce que vous avez justement souffle un vent ou une brise. Quand c'est un vent, c'est dangereux. Quand c'est une brise, ça passe sans doute mieux. Pas simplement la jeunesse, parce que je pense aux grands réalisateurs de films et tout ça. Je pense aux journalistes, je pense à tout ça. Ils ont une démarche qui sort de ce que veulent les ayatollahs. Et donc, ça vous le mettez en exergue. Et
Et c'est intéressant de voir qu'en définitive, il y a des tangentes qui sont possibles. Oui. Hein. Vous montrez quand vous êtes invité, par exemple, dans une famille, et puis après, quand vous faites vos grandes balades dans la montagne, où, au fond, c'est plus tout à fait la même chose qu'à Téhéran. Absolument, absolument. Plus on s'éloigne de la police politique, et plus les comportements redeviennent naturels, en fait. Voilà, vous nous dites par exemple qu'il y a certaines boissons, il y a quelque chose d'alcoolisé dedans. Hein. Absolument, absolument. Et puis il y a des fêtes dans l'intimité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux Irans. Hein. Oui. Il y a l'Iran de la rue, hein. Il y a l'Iran public, dans lequel les seuls comportements, les seules tenues vestimentaires, etc., qui sont admis sont ceux qui sont réclamés par la loi islamique. Et qui sont surveillés par une police politique qui est plus ou moins présente, hein, suivant les périodes politiques, parce qu'on imagine bien que sur 40 ans, le régime est passé par des phases plus réactionnaires, plus progressistes, etc. Hein, donc il y a des phases plus ou moins favorables. Et quand je suis en Iran, en fait, à ce moment-là, on est plutôt dans une période, on va pas dire de relâchement, mais un peu de libéralisation. Et donc, je le constate, hein, et les Iraniens, avec moi, mes collègues iraniens le constatent aussi, et en sont aussi heureux, hein, de voir notamment ces jeunes femmes qui laissent de plus en plus tomber leur voile sur les épaules. Ça sera une de mes grandes tristesses, d'ailleurs, hein, c'est de voir que cette amorce de libéralisation va mourir avec la fin des accords sur le nucléaire et donc la retombée des espoirs d'amélioration économique et donc le retour au pouvoir des réactionnaires et donc à nouveau un étau politique qui se resserre et qui conduit jusqu'aux événements dramatiques d'il y a un peu plus d'un an avec cette jeune fille et puis d'autres d'ailleurs qui vont mourir en prison. Ce que vous dites là est intéressant parce que je crois que, enfin ça c'est ma propre pensée, hein, je crois qu'on a une responsabilité au niveau de l'Occident. C'est-à-dire que quand on ferme entièrement les soupapes de sécurité, là, on récolte ça. On fait le jeu des réactionnaires. On fait le jeu des réactionnaires, absolument, absolument. Honnêtement, je pense que c'est extrêmement compliqué. Hein, la voie d'équilibre entre essayer de mettre la pression sur des pays dont on considère qu'ils ont un comportement inacceptable et puis dont on peut penser que c'est pertinent quand même. Hein. Que dirait-on de nos gouvernements s'ils commerçaient complètement librement avec des pays qui torturent, etc. Quoi, hein. Ouvertement. Oui, ouvertement. Parce qu'il y a un exemple qui pourrait être donné, c'est celui du Haut-Karabakh, hein, par exemple. Absolument. Absolument. Là, on est prêt à tout. Et puis, à contrario, quand on ferme tout, on met les peuples dans la plus grande des misères et on redonne la main aux réactionnaires. Bien sûr, oui. Et je crois que malheureusement, ce sont toujours des intérêts égoïstes de telle ou telle puissance qui conduisent à ces situations. Je pense que les États-Unis, Donald Trump avait sûrement des raisons qui lui étaient propres de faire ça, mais il l'a fait sur le dos du peuple iranien. Bien sûr. Il a fait pour montrer que lui, son America First, c'était la seule solution, quoi. Par exemple. Oui, voilà. On peut toujours jouer. C'est toujours électoraliste quelque part aussi. Oui, hein. tout à fait. Donc ces personnes que vous avez rencontrées, on les voit vivre grâce à vous. On voit quand même qu'ils parviennent à la marge. À avoir un peu de liberté, quand même. Tout à fait. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. En fait, une des caractéristiques du régime iranien, c'est qu'il est extrêmement dur pour ses populations, mais qu'en revanche, il n'a jamais freiné l'émigration. Et donc, les familles iraniennes qui voulaient partir sont parties. Il y a une diaspora iranienne à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, etc., qui est extrêmement importante. Donc, en fait, le régime a laissé partir les gens qui ne voulaient pas du régime. Moyennant quoi, c'est très difficile. C'est très difficile de partir. Il faut avoir l'argent pour le faire. Et puis, de ce que j'ai vu, moi, au travers de mes rencontres avec les Iraniens ont un tel attachement à leur culture, à leur pays, que le laisser, c'est un déchirement. Et donc, nombreux sont les Iraniens qui sont restés en Iran et qui subissent
le régime. Alors certains le subissent parce qu'ils ne peuvent pas partir et d'autres le subissent parce que finalement, mieux vaut subir le régime que de quitter l'Iran. Que de disparaître d'une certaine manière. Absolument. Parce que Absolument. oui, ça on le ressent. Moi j'ai un exemple frappant. Je connaissais un commerçant qui était installé à Bordeaux, qui était donc iranien. Quand Khomeini est arrivé, lui il est parti. Ouais. Il est parti. Mais il avait une espèce de mélancolie permanente. C'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça jouait là-dessus. On va s'arrêter encore puisque c'est la deuxième partie et puis on va terminer après. On va écouter donc Tania Cassis et Islamo-Christian qui chantent Ave. Ave Maria. Ouais. Ave Maria. أشهد أن لا
Toujours avec Pascal Dezarde, nous parlons de l'Iran, son Iran, celui qu'il a rencontré, dans lequel il a vécu, pour son ouvrage Iran, ma déchirure, qui est paru, je dois quand même le dire, aux éditions Vérone. Alors, vous avez parlé avec beaucoup d'empathie, je dirais, et puis même de tendresse des Iraniennes et des Iraniens, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose aussi que vous aimez par-dessus tout, c'est la nature, et même la ville, les grands bazars, les monuments, et la montagne. Est-ce que vous pouvez maintenant, puisque c'est notre dernière partie, en parler un peu? C'est cet aspect qui pourrait être plus touristique, en fait. Je l'ai vécu émotionnellement aussi, en fait. Parce que l'Iran est un pays un peu particulier. Je ne me suis pas promené dans le monde entier, mais c'est quand même principalement un désert, l'Iran. En tout cas, à nos yeux d'occidentaux. Oui, c'est pas le Bergeracois. Voilà, c'est principalement un désert. C'est un plateau qui a 1000 mètres d'altitude sur la majeure partie du pays. Donc c'est très austère. Très austère. Téhéran, la capitale, essentiellement faite de constructions bétonnées dans une grande partie d'entre elles. On a des autoroutes dans tous les sens. Il faut faire un petit effort pour y trouver quelque chose de riche et d'intéressant. Mais quand on fait cet effort, en fait, on n'est pas déçu. C'est-à-dire qu'on peut lire dans cette capitale qui est, d'un point de vue esthétique, relativement horrible, en fait. Mais on peut y lire le peuple iranien avec sa structuration entre les classes populaires au sud de Téhéran, les classes aisées au nord de Téhéran. On voit l'architecture qui évolue en fonction de ça. On y découvre l'amour des Iraniens pour la nature. Quand on est dans un pays désertique, la moindre verdure est respectée. Et donc, Téhéran comprend de très nombreux parcs, des parcs historiques, des parcs plus récents. Les Iraniens vénèrent les arbres. On ne coupe jamais un arbre en Iran. Si la route doit passer par là, elle fait le tour de l'arbre, on ne coupe pas l'arbre. En tout cas, c'est ce qui a prévalu pendant de longues années. Et peut-être que maintenant, ça change un peu, parce que Shervin Sharifpour, dans sa chanson, justement, reproche aux autorités de commencer à couper les arbres sur Valiasr, qui est la plus grande avenue de Téhéran, qui coupe Téhéran du nord au sud. Donc voilà pour Téhéran. Alors à Téhéran, il y a bien sûr quelques palais magnifiques. Il y a de très belles choses à voir. Et puis, il y a des villes extraordinaires à visiter. La plus belle d'entre elles, sûrement, étant Ispahan. Donc, on va retrouver un peu ce qu'on retrouve chez nous dans des villes qui ont gardé le cœur de ville ancien et qu'on a remis au goût du jour, etc. Donc Ispahan, c'est une très belle photographie de l'architecture classique qu'on peut trouver en Iran, avec de multitudes de mosquées, toutes plus belles les unes que les autres, beaucoup de palais aussi. Et d'ailleurs, on comprend, quand on visite notamment ces palais, que cette richesse artistique iranienne, elle est ancienne. Les plus beaux palais de Téhéran ont été construits quand chez nous, on construisait Versailles. 17e siècle. Voilà, donc on a des choses très, très, très anciennes qui sont sous nos yeux. Et d'ailleurs, j'ai eu assez vite cette impression que les Iraniens, c'est un peu des Français. En ce sens qu'ils ont un attachement profond à leur culture, qui est très ancienne, dont ils ont le sentiment qu'elle est un peu supérieure aux autres. un peu comme un Français, finalement. La littérature française, c'est au-dessus de tout, la peinture, voilà. Et donc les Iraniens sont un petit peu comme ça. Et on comprend vite pourquoi, parce qu'effectivement, on est dans un pays qui est d'une richesse artistique absolument énorme. Et alors la montagne, là c'est la nature. Alors la montagne, donc c'est parce que vous dites à un moment donné, en fait, les Iraniens de Téhéran, leur plaisir, c'est de partir à la montagne. Absolument. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Téhéran est au pied d'une montagne. Mais quand je dis au pied, en fait, les quartiers les plus élevés de Téhéran, les immeubles sont à, je sais pas si c'est pas 2800 mètres. Oui, je crois que c'est ça, c'est 2800 mètres. C'est énorme. En fait, Téhéran mord sur la montagne. Et donc les Iraniens ont finalement un des derniers plaisirs dans un pays où on gagne pas beaucoup, où il y a un taux de chômage extrêmement élevé, etc. Le jour de repos, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sort en famille et puis on va passer la journée dans les parcs.
quand on est en cœur de ville. Et puis quand on a la chance de pouvoir sortir de Téhéran, eh ben, on va passer sa journée en montagne. Alors, cette montagne, là, vous la décrivez de multiples façons. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on s'éloigne justement sur ces petites routes de montagne, on va découvrir un tas de sortes de restaurants dans lesquels on peut manger les produits locaux, bien sûr. Et puis où là, il y a une véritable libération qui se produit des mœurs qui sont tombées sans tomber dans l'excès. Hein. Oui, non, mais simplement, on voit par exemple des femmes qui sont en jean, qui n'ont pas de foulard. Et puis les foulards tombent. Oui. Une fois, j'ai même vu dans une de ces gargotes de la musique et les gens qui dansaient, ce qui est absolument interdit en Iran. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette libération des comportements qu'on voit, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en Iran, il y a des musulmans pratiquants, convaincus. Et donc, quand on arrive dans la montagne, on a effectivement la surprise de voir ces jeunes femmes qui laissent tomber le voile, mais on va encore trouver des musulmanes, certaines qui montent en tchador. Il faut imaginer monter en montagne avec cette espèce de grand voile noir qui va se prendre jusqu'au niveau des pieds, et donc leur tchador tout crotté, elles montent. Donc en fait, on voit dans la montagne la multiplicité de la nation iranienne, avec des gens très pratiquants, voilà, et puis des gens qui aspirent à beaucoup plus de liberté. Oui. Alors ça me rappelle quelque chose, moi très rapidement. Il y a 45 ans de ça, je me trouvais dans le Maghreb et j'étais dans une famille qui était un peu évoluée, on peut dire, puisque l'un des fils était médecin et l'autre agrégé d'histoire des facultés de Paris. Et ils voulaient bien que j'amène leur fille se baigner, mais à la condition qu'elle reste habillée. Alors, je peux dire une chose, c'était incroyable, c'était plus érotique que de les voir à poil. C'était fou. Et bien c'était ça, il fallait respecter quand même... Il faut respecter la règle. La règle. Oui, oui, elles peuvent se baigner, mais... elles restent habillées. Et votre anecdote m'amène à commenter en fait l'allure des Iraniennes dans la rue à Téhéran. C'est-à-dire que l'obligation du port du voile et du manteau, cette espèce de veste longue qui va couvrir les fesses, ça c'est incontournable. Ici, ça n'est pas respecté. On est à peu près sûr de se faire arrêter. En revanche, quand j'y étais, toutes les Iraniennes progressistes, celles qui aspiraient à plus de liberté, étaient maquillées de façon outrancière. Quelque chose qu'on ne voit plus chez nous et qu'on ne comprend pas. Si on croise quelqu'un maquillé comme ça chez nous... Oui. Elle en fait son métier, on dit. Ça pourrait. Oui. Pas forcément. Pas forcément, tout à fait. Alors, ce maquillage outrancier, très marqué, on va même le retrouver jusqu'à un excès dans la chirurgie esthétique. Beaucoup d'Iraniennes se font refaire le nez. Donc, en fait, la seule chose qui est libre et qu'on peut afficher, c'est le visage. Et donc, tout est focalisé sur le visage. Ce que je ne sais pas vous dire, puisque je ne suis plus en Iran depuis quelques années, et puis que la police politique reprend le dessus, c'est qu'il est assez probable que les excès de maquillage, par exemple, aujourd'hui, soient à nouveau réprimés par la police politique, comme ils l'ont été pendant les premières années post-révolution. Où là, il fallait non seulement porter le voile, il fallait couvrir ses poignets, et où toute trace d'apprêtement était prohibée. On va arrêter Pascal de Zardel parce que déjà on a 3 quarts d'heure passés, c'est la durée de l'émission, mais simplement juste un mot assez rapidement parce que quand on lit on sent qu'il y a quelques regrets et puis une envie. Vous posez la question, est-ce que je pourrais revenir un jour en Iran? Est-ce que c'est possible? Parce que vous avez des amis là-bas, vous êtes resté en contact. Je suis resté en contact, resté en contact, notamment avec mon assistant qui est toujours en Iran. Plusieurs des amis que j'avais sont parvenus à émigrer au Canada depuis. Le déchirement, il est principalement d'avoir dû partir en cours de route.
Oui. Quand on part expatrié normalement pour 3 ans dans un pays comme ça, en se disant que si ça se passe bien, on y resterait bien 6 ans, et puis que tout d'un coup, on apprend que dans 2 mois, il faudra être parti, c'est un déchirement absolu. D'autant plus qu'il a fallu partir sans rien dire, c'est-à-dire que pratiquement du jour au lendemain, on a dit aux gens, écoutez, demain, je ne suis plus là. Et donc, oui, j'ai cette aspiration de retourner en Iran au moins une fois pour serrer mes amis dans mes bras et leur dire convenablement au revoir. Bon, eh bien, écoutez, je le souhaite de tout cœur, Pascal Desardes. Je souhaite aussi que votre ouvrage soit lu, parce que c'est très intéressant. Hein. On a droit à une balade longue et puis très documentée sur l'Iran, grâce à ça. Et c'est un autre son de cloche que ce que l'on entend ou que l'on peut lire lorsqu'il s'agit de parler de tourisme de masse. Voilà. Iran, ma déchirure, l'auteur Pascal Desardes, et c'est aux éditions Vérone. Et alors, on peut se le procurer comment ? Il suffit de le commander ? Alors, vous pouvez le commander chez n'importe quel libraire, Oui. Voire même... Le mieux, c'est d'aller chez son libraire pour faire vivre les libraires. Oui. Le libraire peut le commander, et puis on peut le commander sur Internet, à la Fnac, n'importe quel distributeur de livres. Voilà. Eh bien, merci Pascal Desardes d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Et je dis à nos auditeurs et auditrices, donc, à bientôt. C'était votre rendez-vous littéraire. Passion d'écrire, plaisir de lire. Présenté par Jean-Claude Delair sur RVB.